Bien, alors c'est à mon tour, puisque je vais présider cette demi-après-midi. Je remercie évidemment Isabelle et Nathalie pour m'avoir proposé donc d'être président de cette séance. Et j'ai le grand plaisir donc de présenter Laura Weigert, qui est depuis 2006 professeure d'histoire de l'art à la Rutgers University dans le New Jersey, après avoir enseigné à l'Université de Nantes et au Reds College de Portland. Spécialiste de l'art européen entre Moyen-Âge et Renaissance, elle a publié un très grand nombre d'ouvrages liés à l'art, à la performance et au théâtre du XVe siècle, mais également sur la tapisserie médiévale ou encore à l'historiographie. Son dernier ouvrage, publié en 2015, avait pour titre French Visual Culture on the Making Medieval Theatre à Cambridge University Press. Et je crois que l'année prochaine, vous êtes à Princeton pour une année pour vos recherches. Voilà. Elle vient aujourd'hui donc nous parler donc de leçons d'anthropologie historique pour la vision du passé médiéval par les historiens et historiennes de l'art. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci Frédéric. Je voudrais d'abord remercier Isabelle et Nathalie qui m'ont invité à réfléchir sur l'impact que les échanges avec les médiévistes français dans les années 90 ont eu et continuent d'avoir sur mon travail d'historienne de l'art, mais avant tout en tant qu'historienne. J'ai pris au sérieux leur charge et l'argument de ces journées où nous étions appelés à témoigner de façon très personnelle, et je cite Isabelle et Nathalie, sur un moment précis de notre carrière scientifique. J'ai beaucoup apprécié quand Isabelle parlait de l'amitié, parce que ceci est aussi un discours sur l'amitié, et Isabelle et moi, nous nous sommes rencontrés dans ces années-ci, et donc on est issus du même contexte. Plus qu'un simple récit personnel, j'espère que ce petit résumé pourra contribuer à l'écriture de l'historiographie franco-américaine de la dernière décennie du XXe siècle. 1990 fut une grande année pour l'histoire de l'art médiéval. Parurent notamment Bild und Kult de Hans Belting, les livres de Georges Didier Huberman, Devant l'image et Fra Angelico. Cette année vit aussi la publication d'un livre sur les images, La raison des gestes dans l'Occident médiéval par Jean-Claude Schmitt. J'ai lu ce dernier livre qui venait de sortir en travaillant avec Michael Camille, qui était à l'Université de Chicago et j'étais au nord, à Northwestern. Le livre m'a fait découvrir un modèle de réflexion historique pour moi tout à fait nouveau. Bien sûr, c'était la raison pour laquelle Michael me l'avait donné, en suggérant que je le lise en parallèle avec le deuxième volume du langage des images de François Garnier, une grammaire des gestes, publié l'année précédente. Même le titre du livre de Jean-Claude Schmitt ouvrait des pistes nouvelles. Son objet, des gestes, était à la fois vaste et évocateur, renvoyant d'emblée au quotidien humain et social. Son argument permettait au lecteur de découvrir et constater l'étrangeté du Moyen-Âge, mais en même temps, il donnait accès à son tissu social, à sa logique, ou, comme disait le titre, à sa raison. Dans notre discussion, donc la discussion que j'ai eue avec Michael Camille, de ce livre, nous étions d'accord qu'il montrait combien nous, historiens de l'art, pouvions apprendre des historiens. J'ai alors fait des démarches pour passer un an en France et me suis inscrite à l'EHESS où j'ai commencé à suivre les séminaires de Jean-Claude Schmitt, entrant ainsi dans le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, le groupe de recherche fondé par Jacques Le Goff dans les années 1970.
Je ne savais pas à l'époque combien mon expérience au Gaume changerait mes pensées sur la distinction même entre l'histoire et l'histoire de l'art. Ce changement s'est déroulé juste après mon arrivée en France, quand j'ai été invitée à participer à un atelier sur le thème « Fonction et usage des images dans l'Occident médiéval » qui eut lieu à Arice, en Sicile. Rien ne peut rivaliser avec un séjour d'une semaine dans un petit village, sur une île, en petit comité de chercheurs discutant d'une thématique homogène pour comprendre leurs affinités et points de désaccord. Les actes de colloque, publiés en 1996, ne rendent pas compte de la taille et de la diversité des participants, intégrant historiens et historiennes de l'art, dont Hans Belting, Valentin Grobner et Gerhard Wolf pour l'Allemagne, Michael Camille et Herb Kessler pour les USA, Stal Sinding Larsen, Norvège, Jean-Claude Bonne, Georges Didier Huberman, Daniel Rousseau, Michel Pastereau, Jean Wirth et des organisateurs Jérôme Bachet et Jean-Claude Schmitt pour la France. Plusieurs de ces participants n'ont pas donné de conférences, d'autres qui ont parlé n'ont pas publié leurs conférences ou ont publié des textes autres que la conférence donnée à cette occasion. La publication ne reflète donc pas la vivacité de la discussion. Mais je chéris encore mes notes. Ça qui m'a frappé dans cette discussion est qu'il n'y avait pas de différenciation entre historiens et historiennes de l'art. Un débat commun s'articulait autour de deux hypothèses. D'abord, cette discussion de l'image présumait un lien souvent complexe entre les images matérielles, celles étudiées par les historiens de l'art, et l'imaginaire d'une société, qui est plus du domaine des historiens. Elle présumait ensuite que les images matérielles, encore une fois, domaine d'histoire de l'art, fonctionnaient dans un système social plus large, champ des historiens. Le projet de l'atelier était formulé en termes historiques, cherchant à établir la spécificité de l'image médiévale. Le Moyen-Âge était alors considéré comme étranger par rapport à nous, mais capable d'être interprété grâce à sa cohérence interne et sa logique structurale. Commençons une thèse ancrée dans l'histoire de l'art social enseignée par mes professeurs nord-américains, Sandra Heinemann et Otto Karl Werkmeister. Et j'étais très content que Xavier Barral a évoqué Karl Werkmeister, qui était un de mes professeurs à Northwestern. Donc, ma thèse était ancrée dans une histoire de l'art. Cette approche des images médiévales était nouvelle. Je travaillais à l'époque avec une idée de l'histoire comme contexte. Le but était de circonscrire mon objet et d'établir sa fonction idéologique à un moment donné, à partir d'une reconstruction de ses circonstances de production et de réception. Inspiré par la vivacité de ces œuvres d'art, la richesse des sources documentaires et la reconnaissance du manque d'analyse de ces objets, n'étaient-ce des catalogues du musée, j'avais choisi un groupe de tapisseries de cœur. Mon choix était aussi motivé par un intérêt pour les théories du récit. J'avais formulé le projet de thèse comme une tentative d'élargir au domaine d'histoire de l'art les conclusions des études sur le récit littéraire. À ce moment-là, mon projet d'analyser la structure narrative de mon objet d'étude, un type de tapisserie, n'intégrait pas le moindre constat de son rapport avec la structure d'un imaginaire social. Mon interprétation de ces tapisseries historiques tentait d'expliquer leur signification par les motivations des individus et des institutions
à l'époque où elles avaient été fabriquées. Le travail des historiens était utile pour comprendre ce contexte. Ma confrontation avec les médiévistes français du Gaume entre 1991 et 1995 m'a poussé à écrire un autre type d'histoire de ce groupe de tapisserie. Elle m'a aussi incité à modifier des questions que je pose dans mes recherches. En me concentrant sur 3 moments de ma carrière, je voudrais montrer comment mon engagement avec des images renvoie à une intégration des acquis de l'anthropologie historique du Moyen Âge. D'abord, les interconnexions complexes entre des images matérielles et un imaginaire social. Ensuite, la conception d'une altérité du Moyen Âge qui impose néanmoins l'intelligibilité en lui supposant une structure immanente et cohérente. Troisième, les enjeux contemporains de cette réflexion historique autour du passé médiéval. En ce qui concerne le premier moment, permettez-moi de revenir sur mon étude des tentures de cœur, qui est devenue le livre Weaving Sacred Stories. La communauté des médiévistes du Gaume a créé une atmosphère dans laquelle ce sujet a pu évoluer. Ce groupe, habitué au travail sur des objets comme les sceaux ou la héraldique, n'a jamais mis en doute mon choix d'une thèse en histoire de l'art. Il considérait la tapisserie non seulement comme un objet digne d'étude, mais comme un objet fondamental pour comprendre la société médiévale. Je n'ai jamais eu besoin de défendre ni sa valeur artistique, ni sa légitimité historique. En outre, une lecture structuraliste de ces tapisseries n'était pas seulement acceptée, mais c'était un choix naturel, presque banal, l'analyse de la structure picturale du tympan de Sainte-Foy-de-Conques de Jean-Claude Beaune, daté de 5 ans, et de même qu'une lecture structuraliste de la légende dorée dans un livre d'Alain Borot. Dans ce premier projet, les pratiques d'une anthropologie historique des images médiévales m'ont poussé à réfléchir sur les rapports entre une structure propre aux tapisseries et celui d'un imaginaire social. Dès lors, l'objet de mon étude n'était plus une analyse contextuelle des tentures de cœur. J'ai pu montrer comment une première structure narrative se déployait en une constellation picturale et était à son tour activée, performée, si je peux dire, pendant le déroulement de la cérémonie liturgique dans le chœur. Dans ces instants, le temps liturgique, cérémonial, pénètre le temps historique des images tissées dans des tentures, ainsi créant un récit d'origine dans le présent pour les participants cléricaux à la fête. Voici, dans un cas bien cadré, une démonstration de la fonction d'une image matérielle dans un imaginaire collectif. Si cette première étude décrivait le fonctionnement d'un type d'image matérielle très spécifique, mon deuxième projet voulait appréhender le fonctionnement plus général des images médiévales. Cette réflexion synthétique avait comme intitulé au départ « Images in Action », « Images en action ». Le titre s'est changé depuis. Il s'agissait de saisir une culture performative picturale proprement médiévale en partant d'une variété d'images matérielles comprises comme traces ou témoignages de cette culture visuelle.
Dans ce deuxième projet, les pratiques d'une anthropologie historique des images médiévales m'ont poussé à dégager une cohérence interne, une logique propre à cette culture visuelle. La contrepartie de cette spécificité s'est avérée être une étrangeté, un caractère lointain de ce Moyen Âge. Apparaissait ainsi une rupture, et cette idée de rupture faisait aussi partie des nouvelles questions de mon projet. J'ai esquissé les caractéristiques communes de fonctionnement des images, dont des tournois, des entrées princières et dont les mystères. Ces images fonctionnaient d'une manière différente que celles qui correspondaient à la construction des premiers théâtres. Par exemple, les miniatures dans un manuscrit d'un mystère de la Passion, que nous voyons ici, étaient organisées à partir des journées des représentations. Elles renvoyaient à un espace hors du cadre de l'image et potentiellement illimitées. Et elles engageaient le corps du spectateur. C'est là un exemple du fonctionnement des images dans une culture de performance médiévale. En revanche, une image comme celle-ci, datant du troisième quart du XVIe siècle, offre un exemple de rupture. Cette miniature d'un mystère de la Passion montre un espace limité par le cadre de scène qui instaure ensuite une coupure nette entre les acteurs et les spectateurs. L'image nous fournit un point de vue à partir duquel nous voyons la totalité du spectacle. Cette comparaison dégage donc une rupture qui correspond à une nouvelle culture du théâtre. Dans ce livre, je définis une logique des images propre à un milieu de la culture médiévale qui me permet ensuite de dégager et définir une rupture de ce milieu culturel, changement qui a comme résultat et symptôme une autre logique d'image. Le troisième projet que je voudrais évoquer aujourd'hui me reconduit à cette question de rupture historique. Je reviens ainsi d'une manière inattendue à une problématique qui s'est posée entre les lignes de la discussion autour de l'image à Riche, une question touchant à l'historicité de l'image. De quoi la trace, dans son empreinte contemporaine, est-elle trace? Comment fonctionne-t-elle dans notre contemporanéité? Mon travail récent porte sur des machines multimédia complexes et sophistiquées, mettant en jeu des miroirs, des lumières, des mécaniques de propulsion, fontaines, chandeliers, entremets, tableaux vivants. Je me suis interrogée sur ces machines visuelles en tant que médiateur entre deux mondes, un imaginaire lointain et un imaginaire du présent. Mon but est de réfléchir aux modes de perception distincts que ces machines visuelles ont formés et auxquels elles ont contribué. Dans ce troisième projet, les pratiques d'une anthropologie historique des images médiévales forcent à définir l'altérité du fonctionnement médiatique de ces machines visuelles. Mais je constate, à partir de cette étude, que le fonctionnement de ces images possède une certaine familiarité et représente un mode perceptuel s'accordant à des machines visuelles plus récentes, voire contemporaines. En voici un exemple. Une machine visuelle peu étudiée, mais populaire au XIXe siècle, le praxinoscope, fonctionne d'une manière similaire à un chandelier fabriqué pour le mariage de Charles le Téméraire.
Un autre exemple que j'évoque ici, le théâtre IMAX engage les spectateurs dans un spectacle son et lumière comme celle d'une salle multimédia du château d'Hesdin. Une archéologie de certaines technologies de l'image moderne et contemporaine, Praxinoscope IMAX, met au jour les strates qui composent nos structures et notre histoire perceptuelle. Cette idée d'héritage des images médiévales dont le passé récent et le présent semble aller contre la notion de l'altérité du Moyen-Âge et de la rupture qui cela suppose. Mais quand j'ai relu le texte de Jean-Claude Schmitt, La culture de l'imago, présenté à l'atelier d'Erice en 1992, il écrit « Les images envahissent aujourd'hui tous les aspects de notre culture. La plupart sont nouvelles, très différentes des tableaux, des photographies ou des gravures, qui, il y a peu de temps encore, étaient seuls à exprimer et à fixer l'imaginaire individuel et collectif. En cherchant à caractériser la culture de l'Occident médiéval, c'est toujours Jean-Claude Schmitt, dans son rapport aux images pendant une dizaine de siècles, j'entends à la fois suggérer que les problèmes du Moyen-Âge nous sont moins que jamais étrangers et qu'en même temps, l'intelligence des termes spécifiques de cette culture et de cette société est un préalable absolu à toute comparaison avec le présent. C'est la fin de citation. Dans cette réflexion sur les rapports entre le travail de l'historien sur les images médiévales et contemporaines de Jean-Claude Schmitt, je reconnais les questions que je me pose dans mon travail actuel sur le mode de perception dans les machines visuelles du Moyen-Âge tardif. En conclusion, et pour faire une analogie entre mon projet actuel, qui se définit en archéologie des médias, l'excavation de ma carrière en tant qu'historienne de l'art révèle à chaque strate des discussions autour de l'image médiévale apparue dans le cadre de Gaume. C'est dans ce groupe que j'ai appris à penser comme historienne, qui reconnaît le rôle constitutif des images matérielles dans l'imaginaire social. J'y ai aussi appris la valeur d'un modèle de recherche collaborative, transdisciplinaire, et apprécié la générosité des chercheurs qui prennent au sérieux les idées de leurs étudiantes. Je vous remercie.